une de l'actualité dans cette édition clôture du 8e traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. 3 nouveaux accords pour renforcer l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou. Les chefs d'État ivoiriens et burkinabés en guise de conclusion animent un point de presse qui permet d'aborder plusieurs sujets, notamment celui du retour au pays de l'ancien président Blaise Compaoré, à suivre dès le début de ce journal. Ouverture de la 20e Assemblée générale des établissements publics de l'État. On note une satisfaction d'ensemble dans la gestion des EPE. On voit cela dans quelques instants. La deuxième victime du virus Ebola à Goma vient en moins de 3 semaines d'être enregistrée. L'épidémie qui sévit en République démocratique du Congo a fait plus de 1800 victimes en un an. Les autorités congolaises tentent toujours de rassurer sur les mesures prises pour circonscrire l'épidémie. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, les rideaux sont tombés hier sur le 8e traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso au terme de 6 jours de travaux. Les deux peuples s'engagent à renforcer davantage leurs relations de complémentarité. 3 accords bilatéraux sont signés dans les domaines des frontières, des mines et géologie et de la protection des enfants. Autre résolution majeure, le TAC devient biennal après celui de 2020 à Yamoussoukro. Retour sur les grands moments de la cérémonie de clôture du 8e TAC avec Oscar Soulama et Draman Guéni. 3 accords bilatéraux, le rapport des travaux et le communiqué final signé pour sonner le glas du 8e TAC. Ivoiriens et Burkinabés se félicitent, la satisfaction est générale. Roch-Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara apprécient la mise en œuvre des décisions et recommandations du 7e TAC de Yamoussoukro. L'axe Ouagadougou-Yamoussoukro se porte bien. Je voudrais traduire mes sincères félicitations à l'ensemble des actrices et acteurs de ce succès pour l'esprit de fraternité, de solidarité et de convivialité qui a marqué le bon déroulement des travaux. Ensemble, nous avons pu faire le tour de toutes les questions inscrites à notre agenda et donner des orientations et directives pour accélérer la mise en œuvre de nos projets et programmes communs. Les résultats enregistrés témoignent de notre volonté commune de rendre cette coopération encore plus dynamique et mutuellement bénéfique. Les questions de sécurité et de migration ont été abordées avec courage et détermination. J'accorderai une attention particulière au suivi de ces questions par les ministres chargés de la Défense et de la Sécurité, sous l'autorité, bien évidemment, de nos premiers ministres. Les deux chefs d'État se sont penchés aussi sur des questions prioritaires lors des travaux. La sécurité et encore la sécurité. Ouagadougou et Yamoussoukro veulent contrer ensemble les forces du mal. L'insécurité et le terrorisme imposent de nouvelles formes de coopération militaire. La conférence a appelé au renforcement et à la mutualisation des efforts en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme. Coopération transfrontalière, la traite d'enfants est dans le viseur. Les deux présidents s'engagent à revoir leurs dispositifs nationaux de surveillance des frontières. La guerre contre les réseaux de trafiquants se renforce. Ici, le bon exemple du partenaire ivoirien est Cas d'école, notamment son plan d'action 2019-2021. Dans ce cadre, les parties s'engagent à élaborer et mettre en œuvre une procédure plus systématique de recherche parentale et de réinsertion des enfants victimes dans leur famille d'origine, à poursuivre et condamner les auteurs des cas de traite, à identifier les zones à risque de la traite des enfants dans chaque État, pour élaborer une cartographie des interventions en vue de démanteler les réseaux de traite d'enfants. L'affaire des ex-occupants du Mont Péco revient sur la table. La conférence exige alors une réponse définitive et urgente à la question d'agriculteurs burkinabés expulsés du parc protégé. Les parties se sont engagées à rechercher ensemble les ressources nécessaires avant fin 2019 pour procéder au recensement des ex-occupants du parc national du Mont Péco. La coopération énergétique s'est aussi réchauffée à ce 8e TAC. L'interconnexion électrique ne fournit plus que 63 MW, loin de l'objectif de départ, les 90 MW. Les difficultés seront remontées, mais les Ivoiriens veulent aller au-delà des 90 MW les jours à venir.
Ils ont réaffirmé leur engagement d'augmenter cette puissance au-delà de l'objectif de 90 MW afin de satisfaire également la demande du secteur minier. L'autre secteur clé, le transport. Un cadre ministériel de concertation sera installé pour accorder un traitement de faveur aux commerçants burkinabés qui transitent par le port autonome d'Abidjan. Le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement à Tambao doit être réhabilité. Roch-Marc Christian Kabouré et Alassane Ouattara sont prêts à donner un coup d'accélérateur au projet. Les chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de permettre le démarrage immédiat des travaux. Ils ont par conséquent instruit les ministres en charge des transports à adresser une lettre dans les meilleurs délais à Sitaray pour répondre aux préoccupations soulevées par la dite société. Les chefs d'État ont invité les acteurs du secteur portuaire à travailler à satisfaire la requête pour l'obtention d'un quai dédié au passage des marchandises en transit pour le Burkina Faso et à faciliter son admission en son sein. Un autre accord est paraphé dans le domaine des mines, énergie et géologie. Il fixe les modalités de l'exploitation des gisements transfrontaliers et encadre leur paillage dans les deux pays. Les deux chefs d'État instaurent aussi une nouvelle périodicité du TAC. Après l'édition de 2020 en Côte d'Ivoire, le TAC va se tenir tous les 2 ans, mais la réunion du comité de supervision reste annuelle. En marge du TAC, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est élevé à la dignité de grand officier de l'ordre de l'Étalon. Son ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, lui est fait commandeur de l'ordre de l'Étalon. Les chefs d'État ont, à la fin de la cérémonie, animé une conférence de presse. Divers points sont abordés lors des échanges avec les journalistes, dont la question du retour au pays de l'ancien président Blaise Compaoré. Et sur le sujet, Roch-Marc Christian Kabouré se veut on ne peut plus clair. Retour sur la conférence de presse avec Konsoum Coulibaly et Tanga Kafando. Acte final du TAC 2019, la conférence de presse donnée par les deux chefs d'État. Première préoccupation des journalistes, le retard accusé par la Sitaray dans la construction du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou en passant par Tambao. L'engagement du Burkina Faso, c'est que au plus haut de sa production, nous devions transporter 3 millions de tonnes pour Sitaray. C'est un engagement que nous avons signé, nous avons validé à l'Assemblée nationale. Et pour nous, le projet entre le Ghana et le Burkina Faso, c'est un projet qui est vraiment, comme je dis, naissant. Donc, ce ne peut pas être une raison valable pour dire que sur cette base, il était impossible de le faire. Lorsque nous avons discuté maintenant, ils nous ont dit que le schéma financier sur lequel ils s'étaient fondés au départ leur pose des difficultés de rentabilité et qu'ils sont en train de rechercher des partenaires et de nouveaux financements pour pouvoir ajuster et pouvoir réaliser les objectifs. Mais ils sont engagés à le faire. L'ancien président Blaise Compaoré a-t-il réellement manifesté le désir de retourner au Bercail dans sa correspondance adressée à Roch-Marc Christian Kabouré et comment les deux chefs d'État comptent-ils gérer la question, s'interrogent les journalistes. Je voudrais d'abord, peut-être sur cette question, être très précis. Nous, évidemment, nous avons effectivement, comme je l'ai dit, reçu la correspondance du président Blaise Compaoré qu'il a adressée donc, au président du Faso. Mais comme je l'ai dit, peut-être que c'est à vous qu'il l'a dit, en tout cas, je n'ai pas vu dans sa correspondance une ligne qui parlait de son retour. Mais je dois vous rappeler également que lors de la rencontre entre les différents partis politiques de l'opposition et de la majorité, dans cette une déclaration qui a été faite, il a été demandé que nous regardions la possibilité que tous ceux qui ont quitté le Burkina Faso sur des raisons politiques puissent rentrer sans préjudice de la triptyque vérité, justice, réconciliation. Et c'est des questions donc, que nous regardons donc, dans les prochains jours. La troisième question est relative au retard constaté dans le projet de construction de l'autoroute Abidjan-Ouagadougou. Et le président Alassane Ouattara rassure, le tronçon Yamoussoukro-Bouaké est en construction après celui d'Abidjan-Yamoussoukro. Les ministres des Transports des deux pays travaillent ensemble à trouver des financements et la Banque africaine de développement est prête à accompagner le projet.
Et la délégation ivoirienne, avant de reprendre la route pour le retour, a voulu ramener des souvenirs. Et le lieu indiqué est sans conteste le village artisanal de Ouagadougou. Et les autres, au-delà des emplettes, sont plus émerveillés par le concept du lieu. Cette dernière étape est suivie pour nous par Roger Kam et Zalissa Sanfo. Les experts de ce 8e traité d'amitié et de coopération TAC, et spécifiquement ceux de la Côte d'Ivoire, découvrent ici au village artisanal le savoir-faire des artisans burkinabés. Moment de découverte donc de la culture du Burkina Faso. Et de la sculpture du bronze à la maroquinerie, en passant par la vannerie et la peinture, entre autres, les Ivoiriens étaient tout simplement émerveillés. Nous avons vu un pan de la culture du Burkina. Nous avons été fortement impressionnés et nous repartons avec de très bons souvenirs. J'ai été impressionné déjà même par le concept, parce qu'il s'agit non seulement d'exposer un pan de la culture, mais nous avons aussi appris qu'au-delà de l'exposition, ce village aussi permettait aux jeunes de pouvoir se former. Et parmi les articles qui ont le plus émerveillé ici, c'est le faso d'Anfani, une marque déposée qu'ils ont découvert pendant le TAC et qu'ils redécouvrent ici dans toute sa splendeur. On a fait le tour du village artisanal, on a vu les pains tissés. Faso d'Afani, magnifique, avec de belles textures, c'est vraiment magnifique et c'est à encourager. Et je pense qu'elle devait venir en Côte d'Ivoire aussi pour pouvoir les vendre dans un bon cadre de coopération, pour pouvoir les vendre aussi aux Ivoiriennes qui seront intéressées. Et avant que les Burkinabés n'exposent leur savoir-faire en Côte d'Ivoire, en visitant les stands ce matin, chaque membre de la délégation ivoirienne s'est offert ici un souvenir. Et sur tout autre registre, l'Assemblée nationale et le gouvernement burkinabé rendent hommage à Naba Sonré, roi de Boussouma. Des délégations du Parlement et de l'exécutif sont à la cour royale de Boussouma pour les condoléances des autorités à la famille de l'illustre disparu. À cette occasion, le Dima a été élevé au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon à titre posthume. Kwale Nebié, Vincent Kendrebego. Les hommages des autorités nationales à Naba Sonré, roi de Boussouma, qui s'est éclipsé pour toujours. Une délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, et une autre de gouvernement conduite par le ministre d'État, Simeon Sawadogo, se sont rendus à la cour royale pour présenter leurs condoléances et saluer la mémoire de l'illustre disparu. C'est vraiment une perte sèche parce que nous n'avons pas fini de nous abreuver à sa source, tant, en tout cas, sa participation, sa contribution au niveau de l'Assemblée nationale est grande. Et c'est un homme plein de sagesse, plein d'expérience, parce qu'on se perd à compter, en tout cas, le nombre de mandats qu'il a effectués à l'Assemblée nationale de Burkina Faso. Ce n'est pas Boussouma seulement aujourd'hui qui pleure la disparition de Sa Majesté, c'est tout le Burkina entier. Le Dima de Boussouma, par la même occasion, est élevé au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon par le ministre Simeon Sawadogo. Une distinction à titre posthume dont on n'aura pas les images en raison de certaines mesures restrictives. Et nous sommes venus donc en délégation forte du gouvernement pour signifier notre compassion, traduire notre compassion à la famille, donc éplorée, à l'ensemble de la cour royale de Boussouma. Le disparu a été d'un apport suffisamment important pour le Burkina Faso. C'est une distinction qu'il aurait bien mérité de son vivant, selon Simeon Sawadogo, au regard de la contribution de l'homme à la vie de la nation, mais qui ne pouvait se faire en raison de ses fonctions parlementaires et conformément au texte en vigueur. Les obsèques ont lieu ce jeudi à la Cour royale.
Autre actualité pour poursuivre ce journal, l'Assemblée générale des établissements publics de l'État marque sa 20e session. La grand-messe s'est ouverte ce matin à Ouagadougou sous la présidence du Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré. La gestion axée sur les résultats au service de la performance des établissements publics de l'État, c'est sous ce thème que se tient la rencontre. Et dans l'ensemble, la 20e session enregistre une satisfaction dans la gestion des EPE. Reportage Salifou Belem, Caroline Ouari. 105 établissements publics de l'État, en abrégé EPE, et 17 fonds nationaux sont concernés par cette 20e Assemblée générale. Sur les 105 EPE enregistrés, 88 ont pu satisfaire l'exigence du dépôt des rapports de gestion. Par rapport aux recommandations de la session dernière, il y a un effort de la part des EPE dans les mises en œuvre. À noter aussi, comme bon point, la plupart des EPE ont fait l'effort de s'engager dans la dynamique budget-programme. La hausse des budgets des EPE maintient la croissance qui est de 10,53%. Elle était de 13% l'an dernier. Dans l'ensemble, il y a donc satisfaction. Des faits qui arrachent un léger sourire au Premier ministre, patron de la cérémonie qui, magnanime, rappelle le contexte sécuritaire et sociopolitique assez défavorisant dans lequel les EPE tirent leur marron du feu. Au compte des mauvais points dans la gestion des EPE, il y a la hausse de la dette. La dépense budgétaire augmente de 19,5%, un point partagé avec les fonds nationaux qui enregistrent une dégradation de leur portefeuille, fait sur lequel la session interpelle les EPE et les fonds nationaux à une meilleure surveillance des dépenses budgétaires. On a quand même des soucis en termes, bien sûr, vous avez vu sur les fonds nationaux, nous avons remarqué que les arriérés se sont quand même aggravés. Donc nous devons faire des efforts, par exemple pour le recouvrement. Nous avons vu aussi que lorsqu'on regarde dans l'ensemble la situation des établissements publics de l'État, c'est vrai, par secteur, vous verrez que sur les secteurs sociaux, on a toujours maintenu l'effort pour en tout cas augmenter un peu l'ensemble des ressources, mais il y a eu des secteurs où effectivement vous remarquerez qu'il y a une réduction, compte tenu bien sûr de l'impact de la situation que nous vivons. La 20e Assemblée générale se donne 2 jours pour passer au peigne fin ces différents rapports de gestion et en tirer les conclusions les plus pertinentes. Il se pourrait que la configuration actuelle, qui compte une centaine d'EPE, soit revue à la baisse. Le ministre en charge de l'économie et des finances y voit un moyen possible de recentrage des ressources de l'État. Politique, et nous allons dans la Léraba où le président de l'Union pour le progrès et le changement rencontre les militants et sympathisants du parti à Sendou. Zéphirin Diabré veut s'assurer de l'organisation et du dynamisme des structures de base dans la localité et rassurer sur la bonne santé de l'UPC. En ligne de mire, le rendez-vous de 2020. Reportage Manekahien Moumouni Barou. Avant d'aller à la conquête de Kostiam en 2020, Zéphirin Diabré, président de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, jauge déjà la santé de son parti dans la Léraba. Les militants sont venus l'accueillir avec enthousiasme avant de se rendre au lieu de la rencontre pour des échanges. Là, l'intérêt pour le président du parti est de vérifier d'abord le bon fonctionnement des structures de base. On entend la vérification des membres des bureaux, des sous-sections, des sections et des unions communales et provinciales. Ces bureaux ont été mis depuis juillet 2018 à l'occasion donc de la tenue de notre congrès. Il est bon que la direction du parti aille sur le terrain pour s'assurer vraiment que le travail a été correctement fait. On est dans une province où il y a un socle électoral donc pour le parti. Il y a un engagement. C'est l'une des provinces, alors c'est un peu partout, mais c'est l'une des provinces où le parti est surtout une part des jeunes depuis l'origine. Ils sont tous là. Voilà, ceux-là qui sont les chevilles ouvrières. Donc on est très très satisfaits. Pour les militants, cette rencontre est une opportunité de démontrer à leur président que l'UPC demeure toujours un grand parti dans la Léraba. Nous accueillons le président du parti, nous sommes très contents et ça va nous permettre quand même de présenter nos structures et de reconnaître, d'échanger des numéros de téléphone avec la délégation et mieux connaître nos difficultés et puis les opportunités, nos forces dans la commune. Les militants du parti, en tout ce que mis les structures en place, beaucoup n'ont pas changé, ils sont restés tels. C'est un grand avantage pour notre parti.
Lors de cette tournée dans l'allée Rabat, le président du parti du Lion a auparavant rencontré les forces de défense et de sécurité, question de les encourager pour le travail abattu dans le maintien de la sécurité. Dans cette tournée, les chefs de canton et les religieux n'ont pas été oubliés. Dans ce journal, l'avenir de la jeunesse africaine en question, l'emploi des jeunes dans le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique en Afrique de l'Ouest est en débat à Ouagadougou. La CEDEAO veut se doter d'une stratégie régionale d'appui à l'employabilité des jeunes dans ce secteur et elle a besoin pour ce faire de propositions de programmes mobilisateurs de la part des différentes organisations paysannes. L'ouverture de la rencontre avec Olopoda. C'est une étape de plus dans la mise en œuvre d'une stratégie d'appui à l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique dans l'espace CEDEAO. L'institution communautaire a mandaté ces hommes et femmes issus des organisations régionales des producteurs pour définir des projets et programmes structurants à même de rendre le secteur agricole attractif pour les jeunes de 15 à 35 ans, sujets au chômage et à l'exode rural. Il s'agit de faire en sorte que dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique agricole de la CEDEAO, qu'un accent particulier soit mis sur l'employabilité des jeunes pour justement résoudre un certain nombre de problèmes, l'immigration, l'exode rural, et puis l'immigration clandestine et j'en passe. Le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique constitue une composante essentielle de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Il est accrédité d'une contribution à hauteur de 35% à la création de la richesse régionale. Développer des initiatives innovantes pour faciliter le maintien et l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans ce domaine, l'enjeu ici est de taille, celui de changer l'image du secteur agro-silvo-pastoral et halieutique. Organisations de producteurs, qui soient de l'élevage, de l'agriculture, des pêches, donc se réunissent pour voir comment elles peuvent apporter un appui dans le cadre de la politique commune agricole de la CEDEAO pour opérationnaliser cette politique et faire en sorte qu'il y ait plus d'opportunités d'emploi pour les jeunes dans le secteur de l'agriculture au sens large, pas seulement le volet production, transformation, transport, restauration et toute la chaîne. Il est attendu de ces travaux une douzaine de projets innovants et créateurs d'emplois décents pour les jeunes de la région ouest-africaine. Actualité hors de chez nous, le virus Ebola aura occasionné plus de 1800 décès en République démocratique du Congo en une année. Il faut dire que la réticence des populations à se faire dépister et soigner n'est pas pour faciliter la tâche au corps médical. Les autorités congolaises se veulent rassurantes malgré tout. À Goma, la maladie vient de faire une autre victime mardi dernier. Le virus Ebola a fait une deuxième victime dans l'est de la République démocratique du Congo. Un patient décédé à Goma dans la nuit de mardi à mercredi, quelques heures après son admission au centre de soins spécialisé. C'est le deuxième décès lié à Ebola en moins de 3 semaines dans la grande métropole de l'Est congolais. Les autorités tentent de rassurer la population en soulignant les efforts pour circonscrire l'épidémie. On a déjà fait la liste des contacts à haut risque. Et dès demain, on commencera également à faire la liste des contacts de contacts. Et dès demain, ces contacts seront vaccinés avec le vaccin qui se trouve déjà ici sur place. Cela fait 1 an que cette région est confrontée à l'épidémie qui a déjà fait 1800 morts en 12 mois. La difficulté des médecins, en plus de soigner la maladie, c'est de convaincre la population du bien fondé du vaccin et de la nécessité d'une hospitalisation dès les premiers symptômes. À lire dans les parutions de ce jour au Burkina Faso, les grandes conclusions du TAC 2019 avec plusieurs accords de coopération signés et de nouveaux engagements pris par les dirigeants des 2 pays. La revue de presse avec Vincent Kendrebego. Les travaux du traité d'amitié et de coopération clos hier à Ouagadougou font la une de l'ensemble des quotidiens ce matin.
11 accords de coopération à la clé, note l'observateur Palga. 8 signés lors du Conseil des ministres conjoints et 3 à la clôture du sommet. C'était l'occasion pour les deux parties d'examiner plusieurs domaines de leur coopération. Une coopération au beau fixe, mais certains dossiers connaissent des souffrances. C'est le cas de la réhabilitation du chemin de fer, de la matérialisation de la frontière entre les deux pays et de la gestion des ex-occupants du mont Peko, relève l'Obs. Tir groupé sur ces projets en souffrance, écrit Siloya. Le président du Faso, lui, souhaite une mutualisation des efforts et des moyens sur le plan bilatéral afin d'assurer l'appui des partenaires techniques et financiers dans la mobilisation des ressources et compétences nécessaires à la mise en œuvre des actions. Dans le journal Le Pays, le communiqué final in extenso. On note dans ce communiqué, signé des deux chefs d'État, l'impérieuse nécessité de régler définitivement le cas du Mont Peko, une volonté pour le démarrage immédiat des travaux du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, avec prolongement jusqu'à Tambao, la mutualisation des efforts dans la prévention et la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi l'engagement d'augmenter la puissance de l'énergie électrique fournie par la Côte d'Ivoire au Burkina Faso au-delà de 90 MW, alors que cette fourniture a connu une baisse ces derniers mois. Un franc succès, titre aujourd'hui au Faso, reprenant des propos du président du Faso qui apprécie la tenue du 8e TAC. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.